Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du balado des 25 ans des capitales de Québec. Je m'appelle Pierre Blais, je suis le descripteur avec Marc-André Lord des matchs des capitales régulièrement. Mais dans le podcast qu'on fait ici en vidéo, on va accueillir des gens qui vont nous raconter l'histoire des capitales selon plusieurs thèmes. Puis aujourd'hui, les gens que je reçois, François Paquette, qui a été la voix des capitales pendant plus de 17 saisons. Imaginez, c'est incroyable quand même quand on pense à ça. Et Maurice Dumas, des pages sportives du journal Le Soleil, qui lui ne manque à peu près pas de matchs. Je me demande s'il en a raté une dizaine au fil de sa carrière. Dans toutes les 25 ans des capitales de Québec, il est toujours au stade. Ces deux personnes-là vont nous parler de stabilité aujourd'hui. Les capitales de Québec, c'est une organisation pour qui la stabilité a toujours été très importante. Et encore une fois, nos deux acteurs d'aujourd'hui vont nous parler de ça, de cet aspect-là, à quel point on est en mesure d'établir des choses pérennes dans le temps, des choses qui nous ont amenés à être une des grandes franchises de l'histoire du baseball indépendant ici en Amérique du Nord. 25 ans d'histoire des capitales de Québec, souvenirs du stade. Épisode 5, la stabilité. Une présentation du Salon de jeu de Québec. Maurice Dumas, François Paquette, salut les amis. Salut Pierre. Je suis content de vous retrouver sans blague, ça sent le baseball à plein nez. Là, on enregistre, on est au beau milieu de l'hiver, mais quand ça va passer tout ça, on sera dedans ou à peu près. Puis là, j'ai deux personnes qui ont suivi l'histoire des capitales avec, de près, avec beaucoup d'attention. On s'est côtoyé énormément au fil du temps au stade municipal, au stade Canac maintenant. On va se parler ensemble de la stabilité. Une stabilité qu'on a remarquée au fil des années, puis je dirais à peu près, peu importe l'époque, il y a peut-être le début. Le début des capitales, là, où il y a eu une succession dans les gérants, bon, le roulement de joueurs est énorme aussi, mais en général, on peut parler d'une franchise à laquelle on peut accoler le mot stabilité, certainement, François. Aucun doute. Moi, je pense qu'à même à un certain moment donné, j'étais plus inquiet pour la Ligue que pour les capitales. Ouais. Parce qu'il y a eu quelques années où il y avait seulement 4 formations. Là, on sentait que la Ligue Can-Am était un petit peu ébranlée. On cherchait soit des nouvelles concessions, une nouvelle Ligue. Je pense que c'est peut-être les seuls moments où je me suis dit, les capitales sont peut-être en danger, mais pas parce que le produit ne fonctionne pas chez nous. Ils n'auront plus de ligue où jouer. C'est un peu ça le problème. Puis évidemment, tu es dans le Nord, tu n'es pas aux États-Unis, c'est pas la même chose. Mais côté organisation, c'est sûr qu'en 99, quand tu arrives, il y a beaucoup de points d'interrogation. On se disait quel genre de ligue, quel calibre et tout ça. Mais je pense que les capitales ont compris dès le départ que non seulement il y a une bonne base d'amateurs à Québec, mais le fait d'avoir des joueurs québécois, d'avoir des noms un peu plus connus que les gens, que ce soit des joueurs, des gérants, ça fait en sorte que dès le départ, les gens ont accroché au produit. Puis la stabilité dans les 25 dernières années, ça a été tout simplement incroyable. Même que, on a même vu dans les dernières années une augmentation au niveau des assistances. Fou, on bat des records, on a changé de ligue, peu importe. Je pense que c'est vraiment là, un mot dont les capitales peuvent être fiers, la stabilité, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le baseball indépendant qui peuvent se vanter non seulement de vivre pendant 25 ans, mais de vivre comme ils le font, c'est-à-dire avec des estrades presque toujours pleines. La stabilité, Maurice, tu l'incarnes, tu es toujours au stade depuis le début de l'équipe, mais tu n'es pas tout seul d'ailleurs, il y en a plein de spectateurs comme toi qui n'en manquent pas beaucoup des matchs, ça fait partie de ça. La stabilité, c'est la fidélité du monde aussi. Oui, absolument, puis je dirais que la stabilité chez les capitales, ça a été la force principale de l'équipe. En raison du concept de ce baseball-là, tu n'as pas le choix, il faut que tu mettes une bonne équipe sur le terrain. Je ne veux pas faire de comparaison avec n'importe quel autre sport, mais chez les capitales, si tu es poche au début de l'année, il faut que tu te revires de bord toi-même pour corriger la situation. Et puis, évidemment, ça se reflète sur le terrain. Moi, pendant toute leur histoire, il y a 3 saisons que les capitales n'ont pas maintenu une moyenne de 500. Et puis, dont 2 fois, c'était 3 matchs en bas de 500, une autre fois, 4 matchs en bas de 500, et bien sûr, la fameuse année de 2019 qui a été catastrophique. Mais c'est ça qui a caractérisé les capitales, puis c'est une des raisons principales de leur succès. Ça commence en haut, j'imagine, avec les propriétaires et tout ça. Je comprends encore une fois qu'on a eu quelques propriétaires, mais pas tant que ça. Au fil du temps, sur 25 ans, ça a été encore une fois une belle stabilité. On va revenir souvent avec ce mot-là, je vous le dis, là, c'est la stabilité du côté des propriétaires. Oui, puis il faut commencer évidemment avec Miles Wolff, parce que Miles, d'ailleurs, a écrit un livre dans les dernières années qui est fort intéressant. Et il y a 2 endroits dont il parle avec beaucoup de
de fierté, c'est Québec et Durham. Les Bulls de Durham, évidemment, ça lui a fait non seulement un nom, mais il a fait beaucoup d'argent avec cette équipe-là aussi. Mais Québec, pour lui, c'était comme un projet, mais un projet un peu avec un point d'interrogation. Tu sais, tu connais pas le marché, la langue, tout ce qui vient avec ça. Mais Miles est tombé en amour avec Québec. Il a même acheté une maison ici. De quel endroit, ça, Miles Wolff? Sauf erreur, il est originaire du coin de la Californie. Mais il s'est promené énormément parce que lui, dès son jeune âge, il voulait pas... il y a plein de métiers dont ses parents auraient voulu qu'il se décide entre ci, ça, mais lui, il voulait patauger dans le baseball. Fait qu'il y a eu plein de petites job-ins à gauche puis à droite où tu fais tes 5 ou 6 mois, mais tu retournes à la maison ensuite, tu restes dans un petit appartement. Puis après ça, quand Miles a acheté les Bulls de Durham avec le film, avec toute l'histoire, il a ensuite eu Baseball America avec lequel il a fait beaucoup d'argent aussi. Puis c'est fou parce que quand il parle de Québec, non seulement il s'était acheté une maison, ils ont vécu ici un petit bout de temps. Son fils, Hoffman, a joué contre au baseball. Oui, il a même trouvé résidence à Québec. Puis il parle de Québec dans son livre avec tellement de fierté. Puis tu sais, Miles, c'est un gars de peu de mots. C'est un gars qui est près de son argent. C'est pas un gars qui tire l'argent par les fenêtres malgré le fait que c'était un multimillionnaire. Mais il savait quand même comment ça fonctionnait. Puis le fait qu'il est resté là pendant un bon bout de temps, jusqu'à temps qu'il décide de passer le flambeau, je pense que ça a été quand même bon pour Québec. Puis tu sais, le fait que sa femme parlait en français, ses enfants ont appris le français. Il s'est bien intégré dans la communauté. Ça a été presque le propriétaire parfait pour lancer l'organisation puis garder une certaine stabilité. Puis dire que 25 ans plus tard, techniquement, il y a eu juste 2 propriétaires avec Miles Wolff et avec Jean Tremblay. Même si dans le milieu, il y avait eu une possibilité que Radio Nord, Radio X et tout ça rachètent les capitales, mais finalement, ça n'avait pas abouti. Donc, on peut quand même parler de stabilité du côté des propriétaires. Venir s'établir pour le baseball au Nord, au Québec. Je comprends qu'on a la fibre nationaliste très, très développée ici, puis pour nous, on est content de voir ça arriver, mais quelqu'un des États-Unis qui s'en vient s'installer à Québec pour lancer du baseball, Maurice, faut vouloir en tabarouette pareil. Oui, mais parce que Miles Wolff, c'est un maniaque de baseball, puis c'était également un visionnaire, puis il était tombé en amour avec le stade de baseball, même si à l'époque, c'était pas ce que c'est devenu. Fait qu'il est venu après la corvée, on s'entend, là. Oui, ça va, oui. Il est venu après la... Mais moi, je persiste à croire que sans un premier propriétaire comme Miles Wolff, les capitales n'existeraient plus. Parce que les premières années ont été difficiles. D'ailleurs, dans son livre, François, il mentionne qu'il avait vendu l'équipe pour à peu près 900 000 $ à Jean Tremblay. Puis il dit qu'il avait payé ses dettes. Puis je me souviens de ce qu'il a écrit, là, un léger profit. Mais il a vraiment tenu ça à bout de bras. Et puis là-dessus... moi, je pense que les gens de Québec lui doivent beaucoup, beaucoup. Rafraîchis-moi. Je vais juste ajouter parce que le livre de Miles s'intitule « Il y a un bulldozer sur le marbre ». On the plate. C'est vraiment le titre parce qu'à l'époque, à Nashua, qui était dans la Ligue Canam, on s'est présenté un soir pour aller jouer le match. Puis il y avait un bulldozer sur le marbre, il n'y avait pas de clé, rien, parce qu'ils n'avaient pas payé leurs dettes. Et la ville avait dit « Si... vous voulez jouer, si vous payez vos dettes, on va tasser le bulldozer. » Mais je trouvais que ça représentait quand même bien une partie des équipes qui ont de la misère dans le baseball indépendant. Tu sais, je veux dire, quand tu voyages un peu avec l'équipe, puis tu vas à des places, puis il y a 50 personnes, puis il n'y a jamais beaucoup de monde, je trouvais que ça représentait très bien ce qu'était le baseball indépendant. Puis, tu sais, il faut que tu prennes des risques dans le baseball indépendant. Il y a des endroits où tu vas aller, tu vas tomber en amour avec le stade, mais si les gens viennent pas, ça change pas grand-chose. Fait que je trouve que ça représentait bien quand même le pari qu'avait pris Miles Wolff d'avoir une équipe à Québec. Comme Maurice a mentionné, c'est sûr qu'il y a quand même eu des années au niveau monétaire où ça a été plus difficile au départ, mais il n'a jamais quand même tiré en bon français, tiré la plug. On continue. On savait qu'on avait un bon marché. Puis 25 ans plus tard, je pense qu'il faut admettre que Miles avait vu juste là-dessus. Mais il n'y a pas juste l'histoire du bulldozer. À un moment donné, dans la Ligue, les 2 gérants avaient été expulsés. Et puis, par la suite, les 2 gérants s'étaient déguisés. Tu sais, les gros bonhommes, là, qui... De sumo, là. Oui, de sumo, qui se coltaillent sur le terrain. Voyons. Oui. Et puis, les 2 avaient participé à l'événement. Évidemment, Miles avait reçu un appel après le match pour dire qu'on fait plus ça. Mais il y a eu tellement d'histoires là, loufoques, là. C'est pour ça, je pense que pour la réussite du baseball indépendant dans son ensemble, il a fallu que ce bonhomme-là ait la foi du charbonnier. Parce que, tu sais, c'était pas... Parce que là, puis une équipe du baseball indépendant, puis
C'est pour ça que j'aime le concept à Québec. Ça dépend de toi. Tu n'as pas personne qui se porte à ton secours si tu as des déficits ou des choses comme ça. Et puis moi, je dis toujours que c'est également l'une des raisons des succès des Capitals parce qu'ils ont toujours pris leurs décisions. Ils n'ont pas eu d'interférence de personne. C'était fait en fonction du produit qu'ils mettent sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Rafraîchis-nous sur l'anecdote de la vente avortée. Je me souviens pas de ça. On est mi-2000? Oui, à peu près. À peu près, aux alentours de quoi? 2000, en 2000... Après la saison 2006. Parfait. OK. Tu vois, moi aussi, au niveau année, je n'étais pas très certain, mais moi, ce que je me rappelle, c'est que à cette époque-là, Jacques Doucet est arrivé, on faisait tous les matchs à la radio. Ouais. Donc, quand Radio Nord ou Radio X voulait acheter les Capitals, on avait toute une petite crainte. Moi, j'ai aucun problème. Je pense qu'ils font un bon travail dans leur domaine, les gens qui travaillent là. Mais là, on se disait, le baseball, les Radio X, est-ce qu'on va avoir un drapeau de pirate aux chansons? Comment on va présenter nos matchs à la radio? Ça va-tu être entre deux chansons? Parce que le soir, c'était toujours tout ça. Puis il y avait une certaine inquiétude. Puis même parmi les gens, là, les gens qui avaient des abonnements de saison, les amateurs de baseball, on avait des craintes. Finalement, ça s'était presque concrétisé. Mais les choses avaient changé. C'est Jean Tremblay qui était devenu propriétaire. Puis, écoute, Jean Tremblay, on a parlé de Marzouf, mais Jean Tremblay a beaucoup de crédit pour non seulement les Capitals, mais presque à un moment donné pour la survie de la Ligue, pour la survie des équipes au Québec. Jean Tremblay a mis sa main dans sa poche quelques fois. Puis vraiment, lui, c'est un passionné. Là. Un gars qui dit, moi, j'aime le baseball, j'aime l'événement. Il n'est pas là pour dire à Patrice Calabrini, on devrait faire ci ou ça. Il est là pour permettre à cette équipe-là de survivre, puis il l'a bien fait. Sauf erreur, ce qui l'a accroché, c'est principalement le happening qu'on avait au stade. Puis ensuite, là, le baseball, c'est venu tout ça. Mais d'abord et avant tout, le happening, c'est pas rien, ça. Pour s'impliquer comme propriétaire, moi, j'arrive là, je trouve que c'est intéressant, je peux-tu m'impliquer? Ça a été salutaire pour les Capitals, évidemment, l'arrivée de Jean Tremblay. Bon, on a parlé évidemment de Miles, mais Jean Tremblay, c'est un peu la continuation. Mais pour revenir à ce que François disait lors de la vente qui a avorté, Ouais. Lorsque l'équipe a été vendue, Michel Laplante a démissionné, il est parti. Michel Laplante était le gérant de l'équipe, et puis il y a des choses qui ne faisaient pas son affaire. Michel Laplante est parti. OK. Et puis, l'histoire de la vente par la suite a traîné jusqu'aux fêtes. Et après les fêtes, ça n'a pas marché. Miles a gardé son équipe et il a ramené Michel Laplante dans le giron de l'équipe comme gérant et comme grand Manitou de l'équipe. Et puis, moi, je pense que la vente avait avorté parce qu'à cette époque-là, puis là, je voudrais pas être déplaisant, là, on gonflait un peu les assistances. Et puis quand on mettait un pourcentage de plus, là. OK. Et puis, quand les gens de Radio X ou de Radio Nord ont étudié les bilans de l'équipe puis tout ça, avec les assistances qu'ils avaient mentionnées, Ça fonctionnait pas. puis les revenus, puis il y a des colonnes qui fonctionnaient pas, et finalement, ça a avorté, là. Et puis, c'est là que Michel Laplante est revenu dans l'équipe là, avec beaucoup, beaucoup plus de pouvoir. Et puis, ça, c'est en 2006. Puis là, Jean Tremblay, lui, est devenu le responsable du développement des affaires. Et puis, il a acheté l'équipe 3-4 ans plus tard. Mais c'est lui qui était... Je pense que ça avait donné un bon coup de main là, pour aller chercher des commanditaires ou des choses comme ça. Ah, ben c'est intéressant parce que on parle de stabilité, puis je me souvenais pas qu'il y avait eu 3 ans d'espèce de transition avant de devenir propriétaire, puis ensuite c'est adjoint aussi les services de Bob Bissonnette, de Pierre Tremblay. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés, Caroline, dans la région de Québec quand même pour garder cette équipe-là. La stabilité, elle vient de là aussi. Les gens de Québec qui s'impliquent dans leur équipe, donc pour eux, c'est important. Ça vient chercher dans le cœur. Aucun doute, parce que ce que tu mentionnais tout à l'heure avec Jean Tremblay, je veux dire, le gars aurait pu dire, moi, je m'en vais jouer au golf, je m'achète... Plusieurs fois plutôt qu'une. Ah, oui, puis où je m'achète quelque chose de luxueux au lieu de m'acheter un club de balle. Je sais pas, c'est certain qu'il n'est pas là pour faire de l'argent avec ça. Comme n'importe quel propriétaire ou entrepreneur, tu veux faire tes frais, puis c'est tout à fait normal. Mais tu sais, à un moment donné, Trois-Rivières tirait de la patte, puis Jean Tremblay s'est mêlé de ça, puis a aidé aussi la concession, parce que je suis pas sûr qu'aujourd'hui, les aigles seraient encore là, n'eût été de sa présence. Donc, tu sais, moi, je trouvais ça fascinant, parce que Jean, comme tu l'as mentionné, c'est le happening, tout ce qui venait avec le baseball, mais autour du baseball, lui, il trouvait ça fascinant. Puis je me rappelle, chaque fois, il venait nous voir dans le petit box qu'on avait pour faire les matchs, il venait juste nous donner la main, et tu le voyais, il avait
avec son sourire, qui était content de la réponse des gens, des assistances, du spectacle. Puis je pense pas que Jean ait regretté justement de s'être investi là-dedans. Mais s'il n'avait pas été là, je ne sais pas aujourd'hui de quelle façon on parlerait des capitales. Peut-être que oui, il serait encore là en santé, mais je pense que Jean Tremblay a donné un gros coup de pouce à l'organisation quand il a décidé d'en faire son acquisition. Ça a été la continuité avec Miles Wolff. C'est des gens, évidemment, qui n'étaient pas là. Souvent, dans ce genre d'équipe-là, à la fin de l'année, on regarde 2 colonnes. Les dépenses puis les revenus. Et puis, si les dépenses sont plus élevées, souvent... on pose action. Oui, puis ça bloque des initiatives. Tandis que ces gens-là, ça n'a pas été un problème. Et puis, c'est pour ça que dans les dernières années, les capitales avec les assistances et tout ça, c'est plus comme c'était au début. Ah non, là. ça fait du profit. C'est la longue marche vers tout ça, mais effectivement, il a fallu être tenace en maudit. Ah oui, pour puis en je parlais de la foi du charbonnier, là, puis c'est vrai parce que... tu sais, tu pars une équipe, là, les premières années, tu dépenses. Puis à un moment donné, quand ça rapporte passer, bien, ça commence à serrer dans des coins. Mais à ce niveau-là, à cause, moi, je pense, de la philosophie des propriétaires, puis à cause aussi de l'influence de bonhomme comme Michel Laplante, Michel était bon pour lui vendre son produit là, dans le bureau. Là. Il est encore bon, ça a l'air. Alors, ça l'emmène, évidemment, on le répète, là, mais c'est tous des couloirs vers la stabilité. Il y en a un autre couloir vers la stabilité, puis c'est le stade. C'est un vieux stade. C'est un stade qu'on voit, il y a de l'âge, il y a du travail à faire là-dedans. Ça s'en vient là, pour les prochaines années. Mais Colin, ça fait quand même partie du rendez-vous dans la stabilité de l'amateur de baseball qui venait au stade en 99, fin 90, et qui vient aujourd'hui sans dire que c'est le même stade. Et évidemment, il y a eu des changements, mais ça pue le baseball de la même façon, pareil quand même dans le stade Canac aujourd'hui. Ouais. Juste quand tu mets ton pied à l'intérieur du stade, quand tu arrives au stade, c'est incroyable le feeling que tu as. L'historique est assez incroyable. Puis sans dénigrer le stade à Trois-Rivières, ce sont 2 stades qui ont été construits en même temps, qui sont quasi identiques. Ouais. Mais on dirait qu'il n'y a pas la même vibration là, quand tu rentres dans le stade pour dire à Québec, ça sent l'histoire du baseball. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce stade-là avec les capitales, mais aussi dans les années 70 avec les Indiens, les carnavals et tout ça. Puis tu regardes, tu sais, je me suis promené quand même pas mal avec les capitales, puis il y en avait des vieux stades qui avaient moins de charme. Il y a des stades qui ont de l'histoire, mais moins de charme. On peut penser quand on allait à New Haven, à Pittsfield, des endroits comme ça. Mais, tu sais, le fait aussi qu'il y a du monde dans les estrades, l'ambiance, elle est électrique. Puis ça, je peux vous le confirmer quand tu t'es promené que les gens à Québec sont pas là juste pour dire « je viens voir un match comme... Je vais donner l'exemple de Winnipeg. C'est toujours Winnipeg, tu arrives là, c'est toujours plein. C'est plusieurs milliers de personnes. Okay. Mais c'est comme si les gens étaient au cinéma. Tu sais, les gens regardent, applaudissent un petit peu, puis ils s'en vont, puis ils ont eu un bon spectacle. On dirait qu'à Québec, c'est un petit peu plus électrique. Les fins de semaine, les soirs où les gens peuvent prendre une bière de plus, c'est encore plus électrique. Puis le stade fait partie un peu de cette tradition-là parce que les gens sont près de l'action. On allait entre autres à Rockland, qui avait construit un stade fantastique. Mais tu sais, t'es un petit peu plus loin de l'action. Ça faisait plus baseball majeur que baseball mineur. Ouais. Un peu le parallèle qu'on fait souvent avec les expos. Quand les expos sont passés du parc Jean-Ry au stade olympique, les gens ont comme fait « Oh, soudainement, je suis loin de l'action. Je suis pas dans mon petit stade où tu entends presque les joueurs se parler ensemble. » Puis je pense que là-dessus, le stade municipal, le stade Canac, avait vraiment un charme qu'on pourra jamais lui enlever, même si on fait des rénovations. Puis il y en a eu des histoires de dire on met des estrades au champ extérieur, ça nous prend des loges pour les compagnies. Il y avait beaucoup de projets, il n'y en a pas beaucoup qui ont vu le jour parce que c'est compliqué avec un vieux stade, mais le côté justement historique du stade fait en sorte que ça donne un charme phénoménal au stade Canac. Le stade a gardé son âme. Oui. Et puis, j'aime ça, OK. Il a gardé son âme, mais c'est surtout lorsqu'on a parlé à un moment donné de rénover le stade et même peut-être le déplacer à l'extérieur. Moi, je pense qu'il faut que ça demeure là. Mais d'ailleurs, c'est décidé. Là. Il va y avoir des rénovations. Ouais. Mais je pense que ça aurait été une erreur de changer tout le concept. Là, parce c'est correct de l'évoquer, mais à un moment donné, on peut venir à la conclusion assez rapidement qu'on est correct avec ce qu'on a. Oui, puis dans les prochaines années, on va apporter des améliorations. Ouais. Alors, ça va continuer d'être vraiment... Puis lorsqu'on parle que ça sent le baseball, mais c'est vrai. C'est pas nous autres qui l'inventent. Là. Non, le hall d'entrée est imprégné de cette odeur de hot dog et de frites.
Peu d'entraîneurs aussi au fil des 20 ans. La stabilité, elle est venue de là. On va parler des joueurs tantôt, les entraîneurs. Ça a commencé pas exactement de cette façon-là. Par exemple, Maurice, l'espèce de premier carrousel d'entraîneurs, les 5-6 premières saisons où ça a bougé énormément. Oui, ben tu as eu Jay Ward qui était là les 3 premières années. Ouais. Après ça, dans les 3 années suivantes, on a changé de gérant chaque année. Ouais. On est tombé d'Andy McCauley, mon ami. Après ça, ça a jour, été on y reviendra. – Darren Bush. Ouais. Et puis après Darren Bush, c'est Michel qui a embarqué. Et Joe Ferguson. Oui, Joe Ferguson en 2003. Ouais. Joe Ferguson, lui, était arrivé, je me souviens, était arrivé pour mettre de l'ordre dans l'équipe et puis il a mis de l'ordre parce que lui, il n'était pas barré. Joe Ferguson a congédié un joueur pendant le camp d'entraînement parce que le joueur se dirigeait de la Floride à Québec au volant de son auto, puis il trouvait que ça prenait trop de temps. À un moment donné, il l'a appelé, il dit « Reviens, je te veux pas ». Le joueur, c'était B.J. Garrison. Et puis, wow. Parce qu'après l'année de McCauley, qui s'était terminée un peu dans le brouhaha, Miles avait, évidemment, l'avait remplacé par Ferguson, mais lui, Ferguson, c'était un gars, la diplomatie puis la patience, c'était pas ses principales qualités. Mais c'est un bon gérant, par contre. Moi, je l'ai bien aimé, là. Et puis, par la suite, les Capitals ont eu 2 gérants. Michel Laplante jusqu'en 2009, c'est-à-dire de 2005 à 2009. Puis, de partir de 2010, c'est Patrick Scalabrini. Alors, lorsqu'on parle que tu es vraiment maître de ton produit, là, tu as le président en haut, c'est un gars de Québec, la même chose avec ton gérant et tout ça. Évidemment, ça a contribué à cette belle histoire-là. Là. Parce que tu parlais aussi, moi je trouve aussi pour certains entraîneurs, ça peut être un tremplin aussi. Darren Bush est dans les majors depuis plusieurs saisons avec les Aces d'Oakland. C'est un gars qui était tellement calme et tellement... Puis il était bon gérant. Oui, il était bon gérant, mais c'était un gars qui se fâchait jamais. Puis je me rappelle, on était à Brockton, puis les Capitals menaient 9-4 en fin de 9e, mais il avait donné 6 points. Ça avait été épouvantable. Puis on se disait, quand on va rentrer dans l'autobus, il va piquer une crise. Darren Bush est rentré dans l'autobus, il a tapé dans les mains, puis il dit « Les boys, on se reprend demain. » C'était ça, Darren Bush. Il n'était pas question de tirer une chaise dans un mur. Puis c'est un gars qui a quand même une très, très belle carrière. Puis quand Michel est arrivé comme gérant, il n'était pas convaincu, Michel. Je pense qu'il a fallu tirer un peu l'oreille pour dire « On pense que tu feras un bon gérant. » Mais Michel, c'est un gars qui fait les choses tellement de façon différente. Lui, les statistiques avancées, c'était beaucoup une question de feeling dans son cas. Puis moi, Michel, je l'ai trouvé fascinant pour plusieurs choses. Exemple, un lanceur qui va très mal, donne 4 points en première manche, tu vois Michel sortir, il s'en va pas changer son lanceur, il va probablement aller compter une joke pour faire en sorte que son esprit s'en aille ailleurs pendant un instant puis qu'il reprenne le contrôle. Puis Michel a fait des petits miracles avec cette équipe-là, dont 2006, quand les Capitals ont gagné leur premier championnat. Et quand Patrick est arrivé, moi, je pense que Patrick Scalabrini, s'il avait voulu, aurait pu avoir une carrière de gérant dans le baseball mineur, pour dire essayer de grimper les échelons. Mais comme Maurice le mentionnait, je pense que Patrick, c'est la stabilité. C'est le gars qui est... Puis c'est pas juste un gérant, Patrick Scalabrini, c'est un très bon dépisteur. C'est tout. C'est incroyable. C'est lui qui construit l'équipe. Oui, puis il est tellement bien organisé, il a ses contacts, il fait bien les choses, puis ça paraît énormément dans les résultats sur le terrain. Puis je veux dire, comme descripteur, autant avec Michel qu'avec Patrick, c'était comme un privilège d'avoir un Québécois, d'avoir des gens qui te faisaient confiance. Oui. Puis moi, je me rappelle une année, je faisais un petit blog avec les Capitals une couple de fois par année. Puis à la fin de l'année, je faisais un blog pour dire qui je pense va revenir l'an prochain et qui ne reviendra pas. Fait que là, j'avais dit à Patrick, ça te dérange-tu que je le fasse? Je ne veux pas te mettre dans le Je ne veux pas te second-guesser, mais... Puis Patrick m'a dit, fais-le, mais viens me voir après. Puis moi, je vais te dire si tu t'en vas dans la bonne direction. C'est bon, ça. Puis je trouvais que c'était une bonne idée. Puis je sais qu'il y a quelques joueurs, dont Asif Shah, qui n'étaient pas nécessairement contents de mon blog, parce que moi, je disais que son statut de joueur allait faire en sorte qu'il ne pourrait pas revenir. Mais c'était un peu ça, la relation qu'on avait pour dire, je te fais confiance, tu me fais confiance. Et puis moi, j'ai trouvé ça fascinant comment ces gens-là, des fois, tu es assis dans le bureau en train de jaser, puis il y a un joueur qui rentre, parce qu'on a quelque chose à lui annoncer, puis tu dis, écoute, je vais sortir. Patrick dit, non, tu peux rester, parce que tu fais partie de l'équipe, je sais que tu n'iras pas dire ça en ondes. Puis il y a comme une relation de confiance qui s'était établie autant avec Michel qu'avec Pat, puis ça a donné des résultats vraiment plaisants pour les gens qui étaient autour de l'équipe. Je pense que tu l'as vécu aussi, Pierre, dans les dernières années. Oui, ça nous arrive encore, Maurice, encore de se retrouver dans le bureau à Pat, oui, absolument. de défaire et refaire le monde. Les championnats des Capitals ont commencé avec Michel, puis Patrick Scalabrini.
En 5 ans, Michel, à la barre de l'équipe, est allé 4 fois en finale, puis il a gagné 2 championnats. Puis Patrick, lui, a gagné... il était là pendant la série de 5 de fil, mais il était adjoint. Il était adjoint en 2009. Patrick n'a gagné 6 depuis ce temps-là. Notamment cette fameuse séquence, c'est ça, jusqu'en 2012, où ça a été 5 en ligne. C'est incroyable, pareil, de penser comme une équipe professionnelle, puis peu importe la ligue dans laquelle on se trouve, peut vivre ça. C'est incroyable quand même de penser ça. Puis on parle... tu sais, la stabilité, ça peut être à bien des égards. De façon stable, nous gagnons des championnats à Québec. Veux-tu venir jouer à Québec? C'est toute une carte de visite, ça aussi, là. Puis cette stabilité-là, c'est également reflété au niveau des joueurs par la suite. Ouais. Puis tu as des joueurs qui ont été là longtemps. Eddie Lantigua, c'est 9 ans. Eddie était là longtemps. On a TJ White là, qui vient tout juste de terminer. Tom Linson n'est pas loin de ça. Ouais. Carl Gelina, c'est 15 ans au monticule. Puis, tu sais, si on fait la liste, là, des gars comme Boucher, Sébastien Boucher, c'est au moins 6 ans. Puis c'est juste parce que je joue ailleurs dans la ligue, parce que sinon, ça aurait probablement été plus longtemps. Jonathan Malo, ça a été 5 ans. Pelé aussi. Benoît Aymon. La liste, là, c'est parce qu'à chaque année aussi, c'est Capitale. Il revient toujours 3-4 joueurs de l'année précédente. Et puis, dans le baseball indépendant, c'est pas coutume, ça. Tu sais, il peut en revenir 1 ou 2, mais quand il y en a 4-5 qui reviennent, ben ça part bien le noyau, là. Tu sais, on mentionnait des noms, Olivier Lépine. Il y en a... puis souvent, les gens... Moi, je me souviens qu'au début des Capitales, les gens disaient « non, ça ne sera pas le fun, on ne verra pas des futures vedettes du baseball majeur. » Comme j'avais répondu à un amateur une fois, j'ai dit, si on avait été une filiale des Expos de Montréal, on aurait vu Vladimir Guerrero pendant 1 mois. Oui, c'est ça, c'est des portes ouvertes et des portes tournantes. Là. Mais tandis que le baseball indépendant, de la façon dont ça fonctionne, ça te donne cet avantage-là. Oui, puis tu sais, il y a plusieurs joueurs... Je pense à des gars comme Brad Purcell, Mike Provencher, des gars qui non seulement ont appris le français, mais qui sont tombés en amour aussi. Puis moi, on faisait toujours des farces avec ça, mais la gente féminine donnait un coup de pouce au Capital parce que les joueurs qui venaient ici... Ils s'enracinaient ici. Oui, on s'entend qu'à Québec, il y a quand même des belles madames, il y en a beaucoup. Les joueurs de baseball, tu sais, que tu as quand même du temps pour sortir, faire autre chose, découvrir la langue, la culture, surtout pour les Américains et les joueurs de l'extérieur qui viennent ici. Tu sais, je fais un peu le parallèle quand Michel Laplante est allé lancer à Taïwan. Tu sais, pour lui, c'était une aventure qui était fantastique avec Francine et avec sa famille. Il est allé 1 an, lui, il a trouvé que c'était assez pour lui. Ouais. Mais les gars qui viennent ici, pour plusieurs, souvent, ils se disent, en arrivant, je suis là pour 1 an, je vais essayer de avoir un contrat dans le baseball affilié. Il doit bien en avoir qui disent, je suis là pour quelques semaines. Certainement. Je suis là pour quelques semaines, puis finalement, s'établir de façon... Il y en a, c'est quelques mois. Il y en a qui vont revenir quelques années. Puis il y a des gars qui sont ici, tu sais, Governor Tomlinson, puis des gars comme ça qui se sont bâtis une vie ici, qui ont trouvé un emploi, qui parlent bien le français. Ouais. Il y a plein de joueurs comme ça qui... Tu sais, ce soit l'amour, le baseball, la ville, il y a toutes sortes de choses. Les 45 aussi, oui, on peut très bon ajouter exemple. ça. Ouais. Tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que il y a des joueurs qui sont restés ici pour de bon, mais je pense que là-dessus, les gens de Québec peuvent être fiers parce que quand les joueurs arrivent, la langue fait peur. Là. C'est surtout ça au départ, dire il n'y a personne qui va me comprendre, mais les amateurs essaient souvent de mettre les joueurs à l'aise en parlant un petit peu en anglais, les joueurs apprennent à parler en français, puis ça devient une certaine stabilité. Comme disait Maurice, tu as toujours le petit 3, 4, 5 joueurs qui vont revenir, tu as ton bloc de Québécois qui est solide, puis ensuite, il te reste à rajouter quelques pièces autour pour avoir une formation compétitive. Le plus bel exemple, c'est Greg Bird l'an passé. Ouais. Il n'a pas été ici longtemps. Et puis, il était là pour les dernières semaines, puis les séries éliminatoires. Puis après les séries, il est allé voir les dirigeants des Capitales dans le bureau. Il dit, je peux-tu rester encore quelques semaines de plus? Le bonhomme, il a joué dans la majeure. Là. Il voulait vivre Québec. Non, mais c'est ça. Il était... d'ailleurs, ils ont dit oui, là. Mais à un moment donné, puis en plus, dans leur subconscient, ils se disaient si ça peut nous aider à le revoir l'an prochain. Oui, c'est sûr. Hein? Stabilité dans les adversaires aussi. Moi, là, les Jackals du New Jersey, là, je suis plus capable de les voir en peinture. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est bon signe. C'est comme les amateurs du Canadien qui sont plus capables de voir les Leafs de Toronto ou des Nordiques qui étaient plus capables de voir le Canadien. D'avoir toujours les mêmes adversaires d'en face, à un moment donné, ça fait qu'on les haït. Puis
ça rend le jeu plus intéressant pareil. Ah oui, puis il y a eu une époque, c'était le Spirit de North Shore avec Vic Davila qui jouait au premier but. Lui, il aimait ça. Là, ça faisait partie du personnage, un peu être un peu baveux et tout ça. Puis il y a eu une rivalité quand même intéressante. Mais je pense qu'avec les Jackals et Joe Calfapietra, qui était quand même un monsieur très gentil, mais c'était le gérant qui n'arrivait jamais à gagner. C'était toujours, puis c'était souvent les Capitals qui étaient d'impact des Jackals, puis quand même eu une rivalité assez intense. C'est eux autres qui se disent maudit Capital plus que nous, maudit Jackals. Ça se peut, mais il reste aussi qu'il y a des joueurs qui, oui, tu détestes l'équipe, exemple des joueurs des Jackals qui n'aimaient pas les Capitals parce qu'on se faisait battre souvent, mais d'un autre côté, il y en a beaucoup qui voulaient venir jouer à Québec parce que, on allait au New Jersey certaines journées, certaines semaines, il n'y avait pas grand monde. On entendait le cricket. Oui, puis je me rappelle de certaines séries, quand on passait la fête du travail, qu'on se retrouvait en série. Écoute, c'était mort, il n'y avait plus personne. Puis c'était presque triste pour des matchs des séries. Quand on arrive aux séries à Québec, les gens sont fébriles, puis même s'il fait froid, les gens viennent pareil. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a eu quand même de bonnes rivalités. C'est sûr qu'à un certain moment donné, le fait qu'il y avait moins d'équipes, on se voyait souvent. Et quand il y a eu, des fois une bagarre générale ou un petit peu de brouhaha, ça donnait une rivalité qui était très, très, très intense. Puis je me rappelle Eddie Lantigua avec Dennis Robinson, qui était un lanceur du Spirit de North Shore. Il y avait une bagarre générale. Eddie s'était fait atteindre, avait foncé vers le monticule, mais il avait été accueilli par un coup de pied côté karaté. Wow. Même si vous fouillez ça sur YouTube, la vidéo est encore là. Puis la rivalité était devenue très, très, très intense à ce moment-là entre les deux formations. Fait que quand les Capitals avaient réussi à les battre au milieu des années 2000, là, pour la première fois, ça avait été comme une espèce de salut pour l'équipe pour dire, bon, là, on a réussi à passer la première étape. Ouais. Et à partir de 2006, quand ils ont gagné leur premier championnat, après ça, on dirait que ça a été plus difficile de battre les Capitals parce que dans les premières années, ça avait été un peu le problème. On ne participait pas aux séries où on ne réussissait pas à aller jusqu'au bout. Mais après ça, on dirait que quand on a réussi le premier pas en 2006, quand on a battu Brockton en grande finale, après ça, les choses ont vraiment débloqué. C'en est une autre, ça, Brockton, qu'on a vu souvent. Il parle de Vic Davila. Je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, il est au restaurant avant un match. Peut-être 5h15. Puis la veille du match, la veille de ce match-là, il y avait eu du brouhaha. Puis il avait été atteint aussi, lui. Et puis, il est au restaurant, puis il commande, puis je suis à côté. Puis je lui dis, est-ce que les Capitals vont avoir le droit de te lancer à l'intérieur ce soir? J'ai pas entendu la réponse. Rien n'était. Tu te rappelles de Rob Fisher qui jouait avec lui, qui était un grand frappeur droitier. Lui, il avait une protection complète. Du poignet jusqu'à l'épaule, puis les joueurs l'appelaient Robocop parce que c'était comme tu peux m'atteindre tant de fois que tu veux, je sentirais rien. Puis c'en était c'était un très bon joueur, mais c'était un gars qui arrivait, c'était comme il y a eu une époque où les protections étaient comme extrêmes. Puis avec ça, Rob Fisher, Vic Davila, tous ces joueurs-là, Dennis Robinson, il y avait beaucoup de joueurs quand même assez arrogants, mais il y avait une très bonne équipe North Shore, puis ça a donné quelques flamèches assez spectaculaires à travers les années. Ça a sûrement contribué à ramener le monde au stade encore. Hey, je voulais parler de la relation de l'équipe avec les médias, parce que c'est peut-être pas une question de stabilité tant que ça, parce que je pense qu'il y a quand même eu des vagues très, très couverts, un peu moins couverts et tout ça. La radio et les journaux ont toujours été quand même des alliés en parlant, là, pas une question d'envoyer des passes sur le tape nécessairement, mais en parlant du produit des Capitals, c'est pas banal ça non plus que l'information se circule dans la ville de Québec, que les gens sachent qu'il y a une équipe, que ça joue, que le succès est au rendez-vous, tout ça, entre autres avec les médias. Commençons peut-être avec, tu sais, tu as été longtemps au soleil. Oui, absolument. Ça a été toujours crucial, je pense, pour vos pages sportives. Absolument. Hein? D'ailleurs, Miles Wolff en parle dans son livre de la couverture médiatique à Québec. Okay. Puis il le mentionne, entre autres, au niveau des journaux, la rivalité entre les deux journaux. Il dit ça rapportait là, parce que chacun voulait faire le mieux possible. Ouais. Puis également à la radio. Maintenant, dans les journaux, c'est plus aussi intense. C'est pas couvert comme c'était. La réalité des journaux a changé. La réalité des journaux a changé. Ouais. Mais moi, je me souviens même, à l'époque, j'étais directeur des sports pendant longtemps, hein, puis avec les Capitals. Et puis, des fois, j'avais des problèmes avec les chefs de pupitre. Parce que je trouvais qu'ils ne mettaient pas les Capitals assez en évidence. Des fois, je me disais,
Hey, c'est un produit de Québec, les gars, il faut y aller un peu plus fort. Donc, ton chef de pupitre, c'est celui qui va décider de comment est arrangé ta page. Oui, puis la grosseur des titres et tout ça. Parfait. Mais ça n'arrivait pas tous les jours, là, mais certains matins, je regardais mon journal, je me disais, tabarouette, me semble qu'on aurait pu jouer celle-là. Parce que c'était local, puis tu sais, je veux dire, c'est vital. D'ailleurs, on le constate aujourd'hui, là. C'est vital pour des journaux d'avoir de l'activité locale dans ton journal, d'en parler. Et puis... parce que ta nouvelle nationale, tu vas l'avoir partout. Ben c'est ça, locale, tu l'auras souvent, pas je disais ça aux gars. Si on a une nouvelle un peu plus exclusive, on va être les seuls à l'avoir. Tandis que... Si vous mettez une manchette avec le Canadien, tout le monde va l'avoir parce que... Alors, des fois, je vous dis que ça passait des petits messages. Et les médias de Québec? Les médias de Québec, il faut le dire, parce que c'est pas vrai que les capitales ont eu une grande couverture provinciale au fil du temps. Tu sais, une fois de temps en temps, RDS, à la fin de la saison, quand il y a le championnat qui se gagne, c'est bien correct, là, je peux comprendre aussi qu'il y a des réalités, mais ça reste qu'ici, à Québec, on a été proche. Hey, CHRC... Québec 800, là aujourd'hui c'est Chiz, mais il y a eu une séquence où on faisait effectivement tous les matchs. Ouais. Tu allais sur la route tout le temps. François Paquette, d'anecdote pour anecdote, là, vous en comptez tout le temps depuis tantôt, vous m'en comptez une aussi. Là. François Paquette ne prenait pas l'avion, ne prenait pas l'autobus non plus. Il prenait son char. Ouais. Il suivait l'équipe avec son char. Mais c'est des bons souvenirs. Ouais. J'imagine c'est pour ça que je le fais encore aujourd'hui. Hey, mais c'est incroyable. Tu as suivi ça en auto, toi, toutes ces années-là. Oui, bien, juste au début, là, j'ai eu quelques petits voyages d'autobus qui ont été assez difficiles pour moi, qui est un mal au cœureux, comme on dit. Mais, tu sais, les Capitals ont toujours été très corrects avec moi là-dessus aussi. Moi, je leur ai expliqué que, personnellement, c'était plus facile. Puis aussi, tu sais, après un match, là, des fois, quand tu voulais revenir à Québec ou t'en allais à New York, tu n'avais pas le temps, tu sais, d'attendre l'autobus et tout ça. Tu prenais tes affaires, tu partais, puis c'était vraiment facile de travailler comme ça. Puis je dois avouer qu'il y a quelques joueurs et entraîneurs qui aimaient bien avoir une voiture aussi sur la route, parce que là, tu sais, c'était ma voiture ou la voiture de l'équipe, ça permettait que ce soit aux soigneurs, à l'entraîneur, d'aller faire un petit tour, puis tout ça, puis ça nous a grandement aidé. Mais moi, écoute, les années là, où la web diffusion n'existait pas, que c'était juste la radio, CHRC Québec 800, ça a été des années fantastiques. C'est sûr qu'à partir de 2006, quand Jacques Doucet arrive, ça ajoute à la crédibilité, tu sais, fois 1000. Puis, le fait aussi que tu sais, il n'y a pas de web diffusion. Moi, je dis toujours le match numéro 5 à Brockton, le match décisif en 2006, quand les Capitals ont gagné le championnat pour la première fois. Ça a probablement été la meilleure journée de code d'écoute pour les Capitals, mais on n'aura jamais les chiffres. T'sais, on ne peut pas avoir une journée précise. Mais c'était vraiment dire, je ne sais pas combien de gens tu peux croiser après qui disent on a écouté le match, puis là, tu n'avais pas de web diffusion. Tu ne pouvais pas dire je vais aller écouter le descripteur de Brockton. Les gens étaient mordu. Ouais. Évidemment, c'est pas comme les expos, on fera jamais de comparaison, mais c'était le fun parce que même s'il y avait un match à 11h le matin à Newark, on le présentait. Peu importe, un programme double, on présentait les deux matchs. Puis on avait toujours, tu sais, je pense que c'était Québec 800 et CHRC, c'était comme le cadre parfait pour le sport, pour les Capitals. Il y a eu quelques années par la suite, peut-être un petit peu plus difficile parce que là, on arrivait dans des radios un peu plus musicales après le départ, après la fin de Québec 800. Mais à cette époque-là, à la radio, on a vraiment eu de très, très bons moments. Puis c'est pour un amateur de baseball, je dis toujours, c'est comme un téléroman. Tu sais, quand tu peux suivre ton équipe à chaque jour, c'est tu rouvres la radio, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec mon club, puis un coup, le match est fini, je ferme la radio, puis je recommence demain, peu importe l'heure, peu importe l'adversaire. Moi, j'ai trouvé que ça a été vraiment des belles années au niveau médiatique avec Le Soleil, Journal de Québec, tout le monde était là. Il y a eu un petit bout par la suite où, tu sais, les médias, tu parlais, c'est sûr que ça a changé un peu. Mi-2000, ça a été un peu différent. On ne peut pas toujours envoyer des journalistes pour une série ailleurs sur la route, mais tu pouvais suivre le match en web diffusion, tu peux jaser avec le coach après le match. Moi, j'ai fait ça pour le Journal de Québec pendant 3 ans, à suivre à distance. Tu ne vois pas, pour l'amateur, dans le journal, tu ne vois pas une si grande différence que ça, parce que tu as suivi le match en web diffusion comme si c'était sur place. Fait que je pense qu'on a toujours trouvé une façon de s'adapter, mais je dois lever mon chapeau aux journalistes qui ont fait le travail parce que tu sais, quand tu es à Rockland, les Mets, les Yankees, nomme toutes les équipes que tu veux, il y en a tellement de proches que je peux les comprendre d'accorder moins d'attention. Mais ici, à Québec, on a compris l'importance des médias, de la relation avec les médias, puis je pense qu'on l'a très bien fait dans les 25 dernières années. La web diffusion, oui. Ah, vas-y, Maurice, oui. Tu sais, on parle de stabilité. Cet appui là, des médias a contribué. Là, puis c'est pas pour je suis convaincu de ça. Pas pour se donner du crédit, là, mais... Puis d'ailleurs, Miles Wolff le mentionne, là, encore, je le mentionnais dans son livre. Puis lui, ça servait bien son club aussi.
il n'avait pas connu ça dans certaines villes. Il a connu ça là, avec son fameux club, là, Durham et tout ça, parce que c'est devenu tellement gros. Mais dans certaines de ces équipes, là, ils ne voyaient pas bien de journalistes. La diffusion web est devenue aussi un rendez-vous quand même pour tous, parce que là, ce que ça permet, nous, on ne va pas sur la route avec l'équipe, ou à peu près pas. Là, ça arrive une fois de temps en temps à Ottawa ou en séries éliminatoires, on le fait. Mais en général, on a quand même une façon d'avoir la diffusion des matchs, puis l'intégralité des matchs avec l'image en haute définition en général. C'est quand même pas banal, ça non plus, là, qu'aujourd'hui. Puis ça ajoute, là, on dit, bon, les journaux, il y a eu un moment donné où la radio, ça a été un petit peu plus difficile et tout ça. Mais là, on a quand même quelque chose qui permet d'avoir un rendez-vous soir après soir, près de 100 soirs par année, plus les séries éliminatoires. Ça aussi, ça amène les gens à revenir au stade quand l'équipe revient à Québec. Oui, absolument, parce que tu gardes le contact. Puis, je vous donne un exemple aussi. À un moment donné, les journaux... Mais là, moi, j'étais pratiquement à la retraite. On cessait de publier les box scores dans les pages sportives. Ça a fait scandale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui complémentaient ce qu'ils avaient entendu à la radio, tout ça, ils allaient voir le box score. Ah, tu vois, il y a 2 coups sur lui, puis tout le kit. Mais là, à un moment donné, les journaux, tu sais, je veux dire, les journaux ont changé de politique, mais dans certains domaines, ils ne se sont pas toujours aidés, là, parce que, tu sais, à un moment donné, une sandwich... aux tomates avec bacon, mayonnaise et tout ça. À un moment donné, tu enlèves le bacon, tu enlèves la mayonnaise. Un peu plus sec. C'est un peu plus sec. Ben, ça a été ça aussi, là. Puis le portrait a beaucoup changé, mais tu le mentionnes. C'est pour ça que la web diffusion et tout ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y a des choses que tu vas retrouver juste là maintenant. J'ai même déjà eu droit à un compliment de la part de Maurice Dumas au retour d'une série, là, où il ne pouvait pas venir au stade. Puis écouter le match sur la web diffusion, je peux vous dire que j'ai chéri ce moment-là très fort dans mon cœur. J'étais à Cape Cod. Puis on avait loué une grosse maison avec mes enfants. Puis il y avait une grosse télévision, là, bien plus grosse que chez nous encore, je pense à peu près 72 pouces. Puis le soir, Guillaume m'installait. J'écoutais la game. On me trouvait un peu maniaque, là, mais c'est correct, nos blondes et nos conjointes ont compris que dans le contrat de couple, là, ça faisait partie des... le baseball, c'est... Sine qua non. Oui, puis tu sais, je vais même ajouter à l'époque de la radio, quand Jacques faisait 1 ou 2 voyages par année, Jacques Doucet, puis Jacques n'aimait pas travailler tout seul. Puis il avait eu, je trouve, la brillante idée de dire, écoute, dans nos lanceurs partants, on a beaucoup de francophones, et des gars comme Michel Simard, comme Carl Gélina, qui étaient venus faire de la radio. Oui. Puis, tu sais, écoute, je travaille encore avec Carl Gélina aujourd'hui, puis il fait un travail phénoménal comme analyste. Michel Simard était un gars qui était très volubile, puis c'est un gars qui s'exprimait très bien. Puis ça a permis aux gens aussi d'avoir une autre facette de certains joueurs. Puis j'avais trouvé que, tu sais, à la base, Jacques, c'était plus pour le dépanner parce qu'il n'aimait pas ça travailler tout seul, mais ça a été une très, très bonne idée. Puis d'avoir un joueur comme analyste qui connaît les joueurs, qui connaît les équipes et tout ça, qui connaissent le baseball, ça a vraiment donné des résultats très plaisants. Mais là, tu as regardé mes notes, parce que moi, j'en ai j'ai un point de forme ici, Michel Simard et Carl Gélina. Honnêtement, là, puis là, je parle pas de la radio, là, je parle sur le terrain, blague à part, là. Le duo que ces deux gars-là ont amené à Québec en termes de stabilité sur la butte, puis on le sait, lanceurs, c'est important des lanceurs. Fin 2000, puis après ça, même quand Michel a arrêté, Carl est resté pour des années. Ça, là, ça n'a pas de prix pour une équipe comme les Capitales de Québec. Sur la butte, là, moi, je veux bien que quelqu'un vienne pelleter 20-22 circuits par année. C'est parfait, c'est très important. Mais sur la butte, d'avoir des valeurs sûres, c'est un peu inespéré même de pouvoir... Puis de produits locaux. Oui, en plus. Puis deux gars tellement différents. T'sais. Michel, c'était le bulldog. C'était le gars qui a du caractère. Et puis, pour donner son opinion, tu n'avais pas besoin d'y demander longtemps d'avance. J'ai fait un voyage avec Michel. On avait été à Atlantic City. On était parti une journée avant parce que Michel lançait, je ne sais plus quel match de la série contre le Surf à l'époque. Puis, tu sais, Michel Simard, c'est un péquiste, un indépendantiste convaincu. Puis écoute, il m'avait parlé de ça pendant un bon bout de temps. Puis c'était un gars qui n'avait pas peur de ses opinions. Mais moi, Michel Simard comme lanceur, je l'adorais par
son caractère, mais la vitesse à laquelle il lançait, c'était... Ça, là, ça n'a pas de prix. Puis pour les un joueurs en descripteur. défensive adoraient ça, les spectateurs adoraient ça. On avait eu un match au stade municipal de 1h52 minutes. C'était Michel Simard qui lançait, ça s'était terminé 1-0. Ça doit être encore dans le livre de record comme un des plus rapides de Même l'histoire. ça, avec l'horloge qu'on a depuis... on n'a pas ça, là. On a des matchs beaucoup plus courts depuis quelques années, mais pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. Puis je me rappelle que c'était un vendredi soir, puis si ma mémoire est bonne, c'était Newark qui était en visite, puis on se doutait un peu peut-être que les Bears avaient le goût d'aller sur la Grande Allée plus de bonheur que prévu aussi, mais Michel avait lancé un match fantastique. Puis Carl, lui, c'était tout le contraire, parce que Carl, c'est un gars très calme, qui avait une motion tellement fluide. C'était un peu... Méthodique. Oui, méthodique, puis c'est un peu l'image, tu te dis à un jeune, si tu vas avoir une motion où tout a l'air fluide, regarde Carl Gélina lancer. Puis ces deux-là ensemble ont été un peu les deux meneurs sur la butte pendant plusieurs années, deux francophones, deux Québécois qui avaient été repêchés par les Angels. Carl s'est même rendu jusqu'au niveau 3 à un certain moment donné, mais ça a été deux très bons ambassadeurs pour le baseball et pour les Capitales de Québec. Ils sont arrivés en même temps, si je me souviens bien, en 2007. Ouais. Puis Michel Simard a pris sa retraite en 2010. Oui, à la fin Carl, 2010. Carl a continué, là, mais... Puis on dit retraite, mais il continue de s'arracher le bras dans le senior avec Ted oui, il lance encore. Puis empêchez-le pas d'y aller parce que... Et Miles Wolff a mentionné très souvent que la présence des Capitales à Québec, dans un milieu francophone, il dit ça nous donne un avantage que les autres équipes n'ont pas, puis c'est vrai. C'est un peu moins vrai depuis que Trois-Rivières est arrivé, mais ça permet aux Capitales de toujours avoir, tu sais, on a parlé de Carl Gélina et Michel Simard, mais de toujours avoir 3 ou 4 Québécois dans l'équipe, puis... Puis Miles le disait aussi, il disait, puis en plus, il dit, Maurice, c'est bon pour les assistances. Ben oui, c'est sûr. Parce que c'est sûr. ces joueurs-là, leur amis, la parenté, puis tout ça, vient les voir. Puis ça a été primordial. Oui, puis je me rappelle à un certain moment donné que c'était Michel Laplante qui était le gérant, avait été faire une visite au Monticule, puis il avait dit en français, il disait, avez-vous remarqué, les gars, que tout le monde dans l'avant-champ sont des francophones. Tu sais, je pense à l'époque, il y avait Deschaines, Nakarata, Daou. Et au deuxième but, c'était le petit gars de Montréal, mais qui parlait français. Là. J'essaie de me rappeler c'était qui. Pas Colafemina, non, pas c'était vraiment... Non. Ils étaient tous des Québécois. Tous. Puis là, c'était fascinant de dire ça. Là. C'était pas juste dire on engage des Québécois. C'était des gars qui avaient du talent, qui aidaient l'équipe à gagner. Fait que quand tu regardes ça, puis je me rappelle que Michel, c'était juste pour dire ça aux gars qui avaient été sur la butte, pour dire regardez ça, là, on peut tous se parler en français autour du monticule. Mais je vais rajouter là-dessus, François. L'officiel au marbre, c'était Yves Lamontagne. Fait que Yves Lamontagne voit les gars au monticule, ils ont du fun, ils rient, puis là, ils s'approchent, puis là, ils les entendent parler français, ils reviennent, puis ils s'en vont. Je me souviens, c'était Lamontagne qui était l'arbitre. Ben moi, j'avais pas préparé ça, mais Yves Lamontagne, c'en est une stabilité au Stade Canac aussi. Mais il est encore... Ben, là, je sais pas l'an prochain, mais il est encore là. L'an passé, il est revenu pas mal dans le décor, et puis je pense qu'il était responsable pour l'Est de la Ligue, là, pour les officiels. Puis d'ailleurs, c'est lui qui a moussé la candidature de la fille maintenant. Tania Millette? Oui, qui va s'essayer dans le baseball professionnel aux États-Unis. Et puis Lamontagne, il était là longtemps, là. Ouais, puis, quelque part, les capitaines, on parle souvent des joueurs, que tu es là pour essayer d'avoir un contrat dans le baseball affilié. Mais c'est vrai pour les arbitres, c'est vrai pour les gens des médias. Moi, je le dis personnellement, si les Capitals ne sont pas là, je ne suis pas dans le monde du baseball aujourd'hui. Les gens dans l'organisation, je pense à un gars comme Pierre-Luc Napper qui a travaillé longtemps pour les Blue Jays. Ouais. Tu sais, ça reste un tremplin, pas juste pour les joueurs, mais pour beaucoup de gens. Sa blonde Marie-Claude qui est allée marquer les Jays. Oui, c'est malade, c'est fou ça quand même. Hein? C'est carrément ça, c'est dire c'est un tremplin. Il y en a qui ne le font pas nécessairement pour ça, mais pour bien du monde, c'est dire... Je vais me tremper les pieds là-dedans. Je vais voir ce que ça a l'air, tu sais, parce qu'une saison de baseball, même si c'est juste une centaine de matchs dans la Ligue Frontier, c'est quand même assez éreintant. Mais un coup que tu trempes là-dedans puis que tu as ça dans les veines, habituellement, c'est assez dur d'en sortir par la suite, surtout quand tu aimes le baseball à la base. Là. Qu'est-ce qu'on souhaite du côté de la stabilité au capital? Parce que là, en fait, que ça demeure comme c'est actuellement, je pense que ça serait un souhait un peu large, mais fantastique. Ça va bien, là, ces temps-ci. Ça va vraiment bien. Oui, puis moi, je pense que ça va continuer avec l'organisation qui est en place, avec les gens qui sont en place. Ouais. Et puis, parce que ces ligues-là aussi sont faites en fonction, comment je dirais ça, il y a
on ne parle pas d'un plafond salarial. Là-dedans, disons que c'est un plancher salarial, là, pour être plus précis. Un ordre de grandeur salariale. Ça permet d'avoir certaines données. Et puis, au-dessus de tout ça, les capitales ont développé. Ils ont développé le côté communautaire énormément à comparer avec ce que c'était au début. Ouais. Alors, moi, je pense que ça va continuer. Mais pour que ça continue, faut que tu continues à mettre une bonne équipe sur le terrain. C'est ça la base. Hein? Ben, moi, j'ai toujours dit ça. Des fois, les gens me disent, moi, oui, non. Mais même moi, là, il y a des saisons que les Capitales n'ont pas fait, ont pas gagné le championnat. Mais j'analysais ma saison après, puis je disais, Colin, on a eu des bons spectacles, on s'est amusé, ça a été plaisant. Mais je me souviens, entre autres, en 2019, ça a été la pire année des Capitales, là, ça a été désastreux, parce qu'il y avait eu la fameuse histoire des Jeux du Commonwealth. Les joueurs partaient, revenaient, puis revenaient. Et puis moi, je me souviens qu'il y avait un amateur de baseball qui avait écrit un long mémoire au Capitale pour dire que Michel Laplante et Patrick Scalabrini mettaient la pérennité de l'équipe en danger. Il me fait parvenir ça, puis il me demande ce que j'en pense. Moi, je lui réponds « de la merde ». Il me l'a jamais pardonné, il m'a jamais reparlé. Mais c'est parce que ces gens-là étaient déçus d'avoir eu une mauvaise saison, parce que ça arrivait... Tu sais, ça a été une seule fois là, qu'il y a eu une saison aussi désastreuse. Mais ça nous démontre que si tu n'as pas un bon produit sur le terrain, il y a des choses qui sont difficilement réalisables après ça. L'an passé, on a été capable de stabiliser ça. Là. Ça a été un dur début de saison en tabarouette. 2 victoires, 7 défaites. Et un samedi matin, il y a un déjeuner à Ottawa. Ouais. Michel Laplante, Patrick Scalabrini, Charles Demers. Puis 2 ou 3 jours après, Ruben Castro revient. Mais la décision avait été prise à ce déjeuner-là. Puis ça a été une des raisons qui a replacé l'équipe. Pas juste ça, là. Non, mais le mot que tu as utilisé, c'est « revient ». Ça me parle de stabilité encore. On ramène le gars de l'année passée. Alors, on a pris une décision pour corriger une situation qu'on n'aimait pas. Ouais. Puis tu sais, quand tu regardes tout ça, je me dis... Je pense que la décision aussi de s'en aller dans la Ligue Frontier a été très, très bonne pour les Capitales. Puis tu sais, la Ligue Can-Am, il y a eu Northeast, Northern, il y a eu toutes sortes de choses. A connu des belles années. Il y a eu un moment où ça a été un petit peu plus difficile. Il y avait moins d'équipes. Puis, tu sais, il y avait juste un peu d'inquiétude au départ. Tu sais, tu changes de ligue. Est-ce que le calibre est le même? Est-ce qu'on est-tu capable d'amener autant de Québécois, de vétérans à avoir le même calibre? Puis je pense qu'on a prouvé dans les dernières années que ça a été une très, très bonne décision parce que là, tu arrives dans une ligue où c'est très compétitif. Puis là, je sais que les Capitales ont gagné le championnat dans les 2 dernières années, mais ça ne sera pas comme ça à toutes les années. Puis moi, je me rappelle, après les 5 conquêtes de championnat, les Capitales, s'il y avait une série de 4 défaites l'année suivante, là, on criait au meurtre. Là, c'était comme la fin du monde. Tu sais, tu peux pas, à chaque année, de mettre une équipe compétitive, c'est difficile. De gagner un championnat, ça l'est encore plus. Donc, des fois, c'est sûr qu'on est un peu gâté, donc on devient très, très difficile à contenter. Ça fait 2 ans, là. Ça fait 2 ans qu'on gagne là, en ligne dans la nouvelle ligue. Ah non, mais François a raison. C'est parce que la Ligue Frontier a amené la nouveauté aussi. Tu ne voyais pas toujours les mêmes équipes. Ouais. Et ça a beaucoup changé là, à ce niveau-là. Et puis, même cette année, la saison qui s'en vient, il y a des équipes qu'on ne verra pas, là, parce qu'à 16 équipes, ils peuvent pas tous venir. Mais par contre, il y a une nouveauté. Tu joues contre des adversaires que tu connais pas beaucoup. Et puis... tu parlais à un moment donné des Jackals du New Jersey. On y voyait souvent, là. Oui. Un moment donné, très souvent. un moment donné, tu te demandais si c'était pas l'équipe locale, là. Parce que on avait quand même eu la bonne idée, à un moment donné, de jouer des matchs avec l'association américaine. Ouais. Tu vas voir des clubs comme Winnipeg, puis des clubs comme Saint-Paul et tout ça. Puis on est allé à quelques reprises. Il y avait des clubs au Texas. Puis des délégations d'ailleurs aussi, là, l'équipe cubaine, oui, l'équipe du Japon aussi. On a essayé quand même des choses. Ça a été des traits. Écoute, je pense que la relation Québec-Cuba était excellente au niveau baseball avec les joueurs, des joueurs fantastiques qu'on a eu ici. Moi, les Cubains, là, je les ai adorés. Oui. Ça a été marquant. Les Capitales ont eu 7 joueurs de position cubains. Puis le seul qui n'a pas maintenu une moyenne de 300 pendant son séjour à Québec,
c'est Guibert. Là, Yoïkis Guibert, oui. Ouais, c'est le seul. Tous les autres là, avaient frappé pour au moins 300. Les lanceurs, ben il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Je pense que le meilleur, ça a été Blanco. Oui. Il y en a un qui avait été blessé, Jiménez. Puis il y a un dénommé Garcia en 2019, évidemment, qui avait pas fait l'affaire. Mais ça, la filière cubaine, ça a rapporté beaucoup. Comme on commence peut-être à avoir une petite filière panaméenne, là. Parce que l'an passé, on a eu les deux lanceurs, Saldena et puis Fuentes. Ils sont re-signés pour cette année. Puis on me dit qu'il peut en arriver peut-être encore un ou deux. Fait que on verra, là. Et pour tous ces secrets-là, ben là, il va falloir attendre, par exemple, parce qu'on ne peut pas tout dévoiler quand même. Puis même les Japonais, quand ils sont venus quelques fois, le Shikoku Island, moi, j'avais trouvé ça tellement le fun parce qu'ils pouvaient passer 2 à 3 semaines dans la ligue, finir leur séjour avec un circuit, mais gagner quand même la moitié de leur match grâce à ce qu'on appelle la petite balle. C'est pas le même baseball. Mais c'était fascinant. Puis les gens, parce que je sais que les gens aiment beaucoup les amortis. Puis on trouve que dans le baseball d'aujourd'hui, l'amorti sacrifice, c'est un peu un art qui s'est perdu. Surtout qu'on avait Michel Laplante comme coach qui ne casse jamais d'amorti en plus. Surtout à cause. Je pense que c'est un peu aussi l'amorti diminue. Peut-être à cause de la présence du frappeur de choix aussi. Ouais. Mais c'est parce qu'on dit toujours à la blague maintenant qu'on cherche le circuit de 3 points, même quand il n'y a personne, c'est lui. C'est ça le problème. Mais les gens avaient aimé ça parce que soudainement, des gars qui déposent des amortis, des cours et frappes. Et le fait aussi que c'est des pratiques d'avant-match, des pratiques d'avant-champ. On voit pas beaucoup ça. Dans le baseball mineur, tu vas voir ça très souvent. Mais dans le baseball professionnel, c'est assez rare. Mais les Japonais, eux, c'était chaque jour. On avait une répétition, puis c'était quasi impeccable à chaque fois. Fait qu'on avait vu un baseball différent, mais qui avait vraiment été plaisant de se dire on peut gagner des matchs de balle d'une autre façon que de toujours essayer d'avoir un circuit de 3 points ou 8 manches de notre lanceur partant. Puis je trouvais que ça avait été un bon spectacle pour les amateurs de baseball. François Paquette, tu as été à la description des capitales de Québec pendant 17 ans. 17 ans. Et là, tu es à TVA Sport, tu suis les activités du baseball majeur. On sent que le baseball, c'est encore bien profond en toi. Puis ça partira jamais, j'ai l'impression. C'est une passion commune qui nous a unis en amitié. Merci d'avoir participé. Je l'apprécie énormément. Maurice Dumas, très longtemps au soleil. Il y en a qui disent trop longtemps, mais moi, je ne suis pas de ceux-là. Je suis vraiment pas de ceux-là. Je savais que tu n'étais pas de ceux-là. Tu n'as pas besoin de me le dire. Merci, Maurice, d'être venu. C'est vraiment, vraiment plaisant de vous avoir eu avec moi aujourd'hui. Je pense que les amateurs de baseball de Québec vont pouvoir écouter ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Merci, encore une fois. Bienvenue.